je peux pas vous dire, parce que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacot. Mais je me suis retrouvée avec lui. Et je me suis retrouvée dans son lit. Et je me suis retrouvée être sa femme, sa petite femme, son enfant femme. C'est moi qui ai mis l'imprescriptibilité des crimes contre les enfants. Et on me l'a refusé. À commencer par la magistrature, qui m'a expliqué qu'on ne pouvait pas faire ça parce que c'était réservé aux crimes contre l'humanité. 50 ans après, je ne sais pas. Et est-ce qu'on doit aussi abolir totalement la responsabilité individuelle? Parce que malgré tout, c'est une jeune fille qui rêvait de cinéma et Benoît Jacot lui a permis d'avoir la carrière dont elle rêvait. Là, je me permets de vous couper parce que vous dépassez une forme de ligne rouge. Mais je dis la vérité, la complexité des aides. La vérité, je pense qu'elle a été abusée et qu'en même temps, la vérité a été prononcée par Karima, je pense, il y a quelques secondes. Et elle se résume en un mot, ou en deux plutôt, en l'occurrence, 14 ans. Oui, non, mais ça c'est vrai. J'ai vu des images d'une autre émission qui date peut-être d'une dizaine d'années où elle expliquait que Benoît Jacot était un homme séduisant, intelligent et qu'elle était... J'ai vu le même extrait, elle finit quand même en évoquant le mot emprise. Une emprise, mais une emprise... oui, qui la séduisait, en tout cas dans le résumé qu'elle fait à cette époque-là. Les mots exacts, c'est une emprise très inspirante et elle explique qu'elle était une jeune fille très structurée et que c'est pour ça que ses parents l'ont laissé faire parce qu'elle avait la tête sur les épaules. Donc qui dit vrai, la première ou la seconde, Judith Godrèche? Ça n'enlève pas la responsabilité de Benoît Jacot qui, de toute manière, je pense que quand on a des relations avec une mineure avec une telle des différences d'âge, c'est immoral. Maintenant, sur le plan judiciaire, c'est autre chose. C'est immoral aussi. Comment ? C'est immoral aussi sur le plan judiciaire. Sur le plan judiciaire, que ce soit immoral, oui. Ça reste du détournement de mineur. Que ce soit condamné. Il n'y a pas de consentement possible pour une gamine de 14 ans. C'est ça. Et c'est invraisemblable. Pour moi, du point de vue, là, je parle presque en tant que père de famille qui a eu 2 filles, je parle en tant que personne, c'est invraisemblable de laisser une gamine de 14 ans, quels que soient ses sentiments, quelles que soient ses ambitions professionnelles, avec un type de 40 ans. Enfin, il y a quelque chose qui est profondément, j'allais dire malsain, je pense que c'est au-delà de malsain. C'est au-delà de malsain. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Donc c'est du détournement de mineurs. Et c'est la perversité. C'est-à-dire qu'il la met en cause. Il dit en gros que lui était sous son emprise. Juste un tout dernier mot. Oui, vraiment, parce que je voudrais que Pierre puisse prendre la parole, Philippe. Esprit libertaire, post-68, tout ça est une blague. Tout ça n'a rien à voir avec le libertinage. Tout ça, c'est de l'exercice d'une volonté de domination absolue. D'ailleurs, si vous me dites que de certains hommes sur des très jeunes filles. Si vous me dites que mai 68 était dégueulasse, je suis d'accord avec vous, mais ce qui me surprend, c'est ceux qui ont exalté. Ce qui me surprend, c'est que ceux qui ont exalté tout ça, et dont je ne fais pas partie, moi je pense qu'il y a vraiment des limites à la révolution sexuelle, que 68 a été un moment permissif incroyable, mais ceux qui ont fait n'importe quoi, on parle de Cohn-Bendit qui faisait à la télé l'apologie de la pédophilie, aujourd'hui joue les pères de la pudeur. Donc c'est bien qu'aujourd'hui on revienne à un peu de raison. Qui est un retour de bâton des excès de cette révolution sexuelle. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et ça ne sert à rien de juger une période historique qui maintenant est lointaine. L'homme qui est mis en cause reconnaît ce qui s'est passé. Oui. Il ne nie pas les faits. Mais lui ajoute le plaisir qu'elle y prenait et à quel point elle était consentante. Et dans le documentaire de Gérard Miller, il va même jusqu'à dire mais ça l'excitait. Vous vous rendez compte à quel point il prend même encore du plaisir. Il y a une forme de jouissance encore pour lui à se remémorer ce qui se passait à cette époque-là. Donc on voit bien toute la perversité qu'il y a manifestement chez cet homme. Mais c'est vrai que c'était une époque, me semble-t-il, où tout cela était pour une certaine catégorie de la population, en tout cas, permis, mais ça ne concernait pas que les artistes. Pierre Lelouch l'a évoqué, mais je comptais bien le faire également. Le cas de Daniel Cohn-Bendit, qui a écrit cela. Qui a quelque part fait l'éloge de la pédophilie en réalité. Est-ce que ça a nui à sa carrière politique? Est-ce qu'on lui a parlé des directeurs de Sciences Po et compagnie? Non, mais naturellement, j'entends bien ce que vous dites. Le système était pourri en haut. Ça concernait beaucoup de monde, mais est-ce que ça a nui à la carrière de Daniel Cohn-Bendit? Parce que ce qui apparaît aujourd'hui comme des abus, à l'époque, était plutôt qualifié d'audacieux. Non, mais pardon, mais les écrits, ça reste. Oui.
Daniel Cohn-Bendit, ce qu'il a écrit, c'est encore valable aujourd'hui. Alors, on se souvient de François Bayrou qui, sur un plateau de télévision, lui avait reproché, etc., etc. Mais est-ce que ça a nui à sa carrière politique? Jamais, parce qu'il y a eu un moment donné où c'était accepté et toléré par tout le monde, en réalité. Certains, en fait, c'est ça que j'allais dire, certains, à cette époque un peu libertaire, 68 heures, interdit d'interdire, ont voulu pousser la chose et ils ont confondu l'exploration artistique dans l'imaginaire versus la réalité et les abus, les viols, les agressions. Je suis désolée, peut-être qu'on peut pousser la transgression comme on veut dans l'imaginaire, mais dans le réel, il y a quelqu'un en face et il faut, et oui, en tenir compte.